Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Chers amis auditeurs de Radio Urumuri, bonsoir. Nous sommes mardi, le 18 mai 2021. Et comme vous le savez, tous les mardis, nous commençons nos émissions par la première partie de nos émissions de tous les mardis est animée en langue française. Et aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle. On va commencer par justement une des émissions en langue française où nous allons aborder un sujet d'actualité pour le moment parce que, comme vous le savez, le président rwandais, le général Paul Kagame, se trouve en visite en France où nous sommes en train d'assister à un réchauffement des relations franco-rwandaises et nous allons nous poser quelques questions à ce sujet, au sujet justement de ce réchauffement des relations franco-rwandaises. Nous allons essayer d'analyser, de voir les tenants et les aboutissants, ou alors nous allons essayer d'examiner ce que les Rwandais peuvent attendre de ce réchauffement, de ce rapprochement entre la France et le Rwanda, et au détriment, je le dis bien, au détriment de la vérité de ce qui s'est passé au Rwanda. Ça, nous allons essayer d'en débattre tout à l'heure, mais nous allons essayer vraiment d'analyser, d'entrer en profondeur à propos de cette visite qui, d'ailleurs, au sein de la communauté rwandaise, ça, je le dis en passant, il y a deux courants. Il y a certains Rwandais qui continuent à affirmer que le président rwandais, Paul Kagame, n'est plus de son monde. Mais nous, à la Radio Urumuri, nous vous l'avons répété plusieurs fois, donc il y a certains qui disent que le président rwandais n'est plus de son monde, qu'il n'est plus, qu'il est décédé. Il y a d'autres qui disent que non, qu'il n'est pas décédé, qu'il est bien vivant, qu'il est bien portant et qu'il continue à vaquer à ses occupations comme d'habitude. La preuve, c'est que pour le moment, sur différentes télévisions, différents médias ont rapporté justement cette visite, la visite des hommes qui est en train d'effectuer en France, où il est venu participer à une réunion sur les économies africaines. Tout ça, on va en débattre tout à l'heure. Mais nous, à la Radio Urumuri, donc je vous disais qu'à la Radio Urumuri, nous, on n'entre pas dans cette polémique parce que nous, on est au-dessus de cette mêlée. On essaye de voir est-ce que réellement ces relations franco-rwandaises qui sont en train de se réchauffer, quelles vont être les conséquences sur la vie de tous les jours des Rwandais, des petites gens qui vivent sur leurs collines, qui sont expulsés de leur propriété, dont les maisons sont démolies, dont les maisons sont détruites, les gens qui sont en train d'être spoliés de leurs biens. Est-ce que ces relations franco-rwandaises, quelles sont les retombées de ces relations franco-rwandaises sur la vie de ces petites gens sur les collines rwandaises qui ne comprennent d'ailleurs la plupart du temps, qui ne comprennent même pas ce qui se trame là-haut, dans les hautes sphères de l'administration de ce monde. Et nous, la Radio Urumuri, en tant que radio de la société civile, nous, on se préoccupe surtout de la vie des gens qui souffrent de la mauvaise gouvernance, qui souffrent de la dictature, qui souffrent de la tyrannie que exerce le régime de l'UFPR. Mais nous allons voir pourquoi qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette visite et surtout de ce réchauffement des relations franco-rwandaises. Nous allons essayer vraiment de nous concentrer sur ce point en nous basant sur ce que reportent beaucoup de médias. Et nous allons essayer d'en discuter tout à l'heure. J'ai un invité qui va venir tout à l'heure
qui va entrer en studio tout à l'heure, qui va m'aider à analyser, à décortiquer cette visite du président rwandais en France. Mais nous allons l'analyser justement sur base de ce que nous avons trouvé dans différents médias. Je vais d'ailleurs commencer tout de suite parce que cette visite a été couverte, elle a été suivie par plusieurs médias, notamment, je commence surtout parce que dans différents pays en Europe, que ce soit en Europe, je pense surtout à la Belgique, c'est là où je me trouve pour le moment, moi je me trouve en Belgique pour le moment, ainsi que la France. Nous allons essayer de voir les grands journaux de ces deux pays, à savoir la Belgique et la France, pour voir comment est-ce qu'ils ont traité ce sujet, comment est-ce qu'ils ont abordé, ce sujet de la visite de président Paul Kagame en France. Je vais commencer par la Belgique, justement, et je vais terminer par la France. Par exemple, en Belgique, dans le journal très bien connu ici, le quotidien Le Soir, sous la plume d'une certaine Colette Breckman, que tout le monde connaît bien, Colette Breckman qui a fait un article paru dans le journal Le Soir. Elle a dit « Rwanda, Paul Kagame à Paris, symbole du tournant dans les relations entre les deux pays. » Vous voyez Colette Breckman qui dit que le président rwandais participe dans la capitale française à une réunion internationale sur les investissements en Afrique. Sa présence illustre le réexamen des relations entre l'Afrique et la France de Macron. Tout ça, nous allons essayer d'en débattre tout à l'heure. Nous allons entrer en profondeur pour essayer vraiment d'analyser tout ça. La France de Macron, le Rwanda de Kagame, quelles sont leurs vues? Comment est-ce qu'ils perçoivent l'Afrique? Comment est-ce que, et d'ailleurs, c'est dans le cadre, c'est la réunion internationale qui se tiendra ce mardi, donc ce mardi, aujourd'hui même où nous parlons, qui se tient à Paris pour le moment, est consacrée aux investissements en Afrique et plus largement à un état des lieux de l'économie du continent partant de pandémie. Donc, par la pandémie qui est, comme vous le savez, c'est la COVID-19, donc, ou le coronavirus qui a ébranlé presque tous les pays du monde, et notamment l'Afrique et le Rwanda en particulier. Donc, dans cette réunion, ils vont faire ce que Mme Colette Breckman appelle l'état des lieux de l'économie de l'Afrique. Mais d'autre part, ils vont faire ça d'un côté, ils vont examiner l'état des lieux de l'économie africaine. D'autre part, donc cette réunion sera marquée par la présence du président rwandais Paul Kagame et puis ce sommet sera l'occasion d'une réévaluation de la présence chinoise en Afrique. Hein? Mais Pékin ne participera que de loin par visioconférence à la rencontre d'une quinzaine de chefs d'État africains autour du président français Macron, justement. Mais la nature de ces investissements, le poids de l'endettement contracté et tous les autres points qui seront abordés dans cette réunion. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de ce qu'on appelle la géopolitique, justement. Vous voyez que pour le moment, la France essaie de s'appuyer, mais ça, on va entrer plus en profondeur tout à l'heure en examinant ça, que d'un côté, ils vont examiner la situation économique de l'Afrique suite à cette pandémie qui ravage le monde entier, mais surtout, il faut aussi envisager le financement, l'endettement, et puis la façon dont Pékin gère ses relations économiques avec l'Afrique. C'est-à-dire que peut-être que la France est en train de se rendre compte que l'Asie en général, et surtout la Chine, est en train de lui damer beaucoup de pions, et il essaie alors d'essayer de revenir sur le terrain en passant par le président Paul Kagame. Et ça, on va examiner ça tout à l'heure en profondeur avec mon invité. Mais l'autre journal qui a parlé de cette visite, c'est le journal Le Monde. Le journal Le Monde, donc là, je suis passé en France justement, parce que le journal Le Monde dit Paul Kagame, donc là on cite Paul Kagame, je laisse au président Macron le choix des mots. Des excuses ne peuvent venir à la demande.
Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est la phrase que le monde a choisi pour intituler, pour traiter de cette visite de Paul Kagame à Paris. Parce que le journal dit, le président rwandais, en visite à Paris, a répondu aux questions du monde sur l'état des lieux des relations entre la France et son pays. Donc, entre le Rwanda et la France, le passé et le présent semblent étroitement imbriqués. En visite à Paris, lundi 17 mai, à l'occasion d'un sommet sur les économies africaines, le président rwandais Paul Kagame a été reçu par Emmanuel Macron, qui envisage de se rendre à Kigali à la fin du mois. Dans la matinée, le dirigeant a accordé un entretien au Monde dans lequel il est revenu sur le réchauffement des relations diplomatiques entre Paris et Kigali, et depuis notamment la remise du rapport de la commission de Clerc sur le rôle de la France entre 1990 et le génocide des Tutsis en 1994. Donc, Paul Kagame a répondu aussi aux nombreuses critiques sur les violations des droits de l'homme dans son pays. Donc, ici, on donne tout le contenu. Je ne vais pas je vous épargne toute la lecture de tout l'article, parce que tout à l'heure, je vais vous proposer un audio dans lequel vous allez suivre l'interview de monsieur, de président Kagame, l'interview qu'il a accordée aux deux journaux, à savoir France 24 et RFI. Ça, tout à l'heure, je vais vous proposer justement cette interview in extenso. Comme ça, vous verrez et vous entendrez, surtout parce que ici, je ne peux pas vous diffuser les images parce que nous n'avons pas d'accord de partenariat entre Radio Rumuri et France 24 ou avec RFI. Nous n'avons pas encore ce partenariat comme celui que nous avons avec BBC et La Voix d'Amérique. Pour le moment, nous espérons être en relation et en contact avec les grands médias de la France, notamment France 24, RFI et d'autres télévisions françaises pour que nous arrivions à utiliser leurs images. Mais jusqu'aujourd'hui, les négociations n'ont pas encore abouti et nous n'avons utilisé que les audios. Et là, vous allez entendre justement toute l'interview du président rwandais et l'interview qu'il a accordée justement aux deux médias, à savoir France 24 et RFI. Donc ici, je vous épargne la lecture du contenu de cet article apparu dans le journal Le Monde. Par contre, je vais encore jeter un œil dans un autre journal, à savoir RFI, dont je viens de parler tout à l'heure. Donc RFI, lui, donc Radio France Internationale, il dit, Paul Kagame, en citant encore Paul Kagame, la France et le Rwanda ont désormais l'opportunité de bâtir une bonne relation. Ça, c'est l'interview justement qu'il a accordé à RFI. Ça, nous allons d'ailleurs l'écouter tout à l'heure, justement, parce qu'il a accordé cette interview à RFI et à France 24. C'est cela que nous allons écouter. Après plus de 25 ans d'échanges tendus, suite à l'intervention française au Rwanda durant le génocide des Tutsis dans ce pays, les relations entre les deux pays se sont nettement réchauffées ces dernières années sous la présidence française d'Emmanuel Macron. En visite à Paris cette semaine pour le sommet sur l'économie africaine, le président rwandais Paul Kagame s'est félicité de cette normalisation des relations entre les deux pays lors d'une interview exclusive à RFI et France 24. Donc, nous allons donc au cœur de ce rapprochement entre la France et le Rwanda, donc, le rapport du Clerc, compilé par des historiens et remis au chef d'État français il y a 2 mois. Donc, il a conclu que Paris porte des responsabilités lourdes et accablantes dans les événements qui ont abouti au génocide rwandais en 1994 et qui a fait 800 000 morts selon l'ONU, sans toutefois être complice de génocide. Donc pour le président rwandais, donc la visite à Paris, c'était un grand pas en avant, que des faits. La vérité ait pu être établie par les deux commissions, une française et une rwandaise, et que pour la première fois, il y ait convergence. Donc il y a convergence entre les points de vue rwandaises et françaises sur ce qui est du rôle de la France dans la tragédie du Rwanda. Donc pour la France et le Rwanda, il y a maintenant une chance, une base sur laquelle construire une bonne relation.
C'est ce qu'a dit le président Kagame. Alors, comme cela aurait dû être dans le passé. Le reste, ajoute-t-il, nous pouvons le laisser derrière. Peut-être pas oublier, mais pardonner et aller à l'avant. Donc, ça, c'est le résumé ou alors l'introduction à ce que le président rwandais a dit à propos justement, l'a dit dans l'interview qu'il a accordée aux deux journaux. Et d'ailleurs, je vais vous proposer de l'écouter justement pour que je puisse faire entrer mon invité pour qu'en fait, qu'il vienne m'aider à analyser justement cette visite de Paul Kagame en France. Donc, nous allons écouter cette interview. Ce n'est pas très longue, il n'a que quelque chose comme 17 minutes. Et puis, je reviens derrière, alors, en faisant entrer mon invité pour qu'on puisse examiner, analyser en profondeur ce qu'aura dit le président rwandais Paul Kagame. Écoutons. Bonjour et bienvenue sur France 24 et Radio France Internationale pour un entretien avec le président du Rwanda, Paul Kagame. À mes côtés d'aujourd'hui, Alexandra Branjon de RFI. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le Président, vous avez salué un récent rapport d'un historien français comme étant, je cite, un pas important. Le rapport commandé par le président français Emmanuel Macron conclut que la France porte, je cite, une responsabilité lourde et accablante dans le génocide des Tutsis de 1994. Le président français devrait se rendre au Rwanda dans quelques jours. Est-ce un tournant dans vos relations? Sommes-nous au bord d'une totale normalisation des relations entre la France et le Rwanda? Pour commencer, comme nous l'avons déjà dit, je pense que c'est un grand pas en avant que nous saluons côté Rwanda et je pense qu'il en va de même pour beaucoup en France. Nous pouvons en effet établir les faits, faire ressortir la vérité par des personnes indépendantes, des commissions indépendantes, puisque il y a le rapport Duclerc qui est sorti, ainsi qu'une autre commission de notre côté, la commission Muse, qui a livré son rapport. Il y a donc une convergence sur les faits, les preuves de ce qui s'est passé. Je pense que la France et le Rwanda ont ainsi la possibilité, dès à présent, ont une bonne base sur laquelle nouer de bonnes relations, comme cela aurait dû être le cas. Et ensuite, pour ce qui est du reste, nous pouvons laisser cela derrière nous, ne pas l'oublier, mais pardonner et aller de l'avant de la meilleure façon. Je pense qu'effectivement, nous avançons très bien. Monsieur le Président, vous parlez d'avancée, de convergence de faits. Le rapport a conclu à la responsabilité accablante de la France, mais il n'a pas conclu à la complicité de la France. Êtes-vous d'accord avec cette conclusion? Je suis d'accord avec beaucoup de choses établies par les deux rapports. Un travail supplémentaire peut être réalisé, mais la chose la plus importante a été traitée. Lorsque vous parlez de la responsabilité accablante, ça, c'est un terme très connoté, très chargé. Ce n'est pas à moi de dire c'est ce qu'ils auraient dû dire ou les choses sont ainsi, mais je peux m'en accommoder et dire prenons acte de ce qui a été établi, c'est-à-dire cette responsabilité accablante. Vous dites que vous pouvez vous en accommoder, mais dans une interview de 2014, vous avez dit que la France n'était pas seulement complice, mais qu'elle avait participé de façon active au génocide. Qu'est-ce qui a changé depuis lors? Pour moi, eh bien, j'ai le droit d'avoir ma propre opinion. J'ai vécu cette situation, j'en faisais partie. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire
Je peux même croire ce que j'avais dit à l'époque, même maintenant, mais nous parlons de commissions indépendantes qui se sont penchées sur cette situation. Le fait qu'elle, comme vous le dites, ne se soit pas prononcée dans un sens ou dans un autre, c'est leur problème, pas le mien. Les États-Unis, les Nations Unies, la Belgique, ancien empire colonial, se sont tous formellement excusés de ce qu'ils ont fait ou pas fait en 1994. Ce n'est pas le cas de la France. Souhaitez-vous que la France s'excuse comme un geste de bonne volonté pour bâtir cette nouvelle relation que vous décrivez? Tout ce qui compte, c'est vraiment à la France de décider ce qui lui convient le mieux. La pire des choses, et je ne souhaiterais pas faire cela, c'est de demander à quiconque de présenter des excuses ou de faire ceci ou cela. Je m'en remets à eux de s'exprimer, que cela ressorte de façon honnête et franche. C'est au monde de juger, pas moi. Mais ce serait un geste important. Je comprends que vous n'allez pas le demander, mais si ça devait se passer, vous le considériez comme important. Je pense que oui. Dès lors que quelqu'un reconnaît qu'il y a un problème et agit en conséquence, c'est le meilleur résultat que je saluerai. Comme vous auriez apprécié le fait qu'un ambassadeur français aille au Rwanda après des années sans que ce soit le cas? Oui, tout à fait. Nous sommes dans un processus de normalisation. Vous pensez que ce sera le cas bientôt? Je le souhaite, mais c'est à la France d'en décider. Il y a quelques mois, la France a arrêté Félicien Kabuga. Il était, pour ainsi dire, le financier du génocide. D'après vous, est-ce un signal qui montre que la France est enfin réellement prête à poursuivre les génocidaires sur son sol? Eh bien, je pense que c'est un bon début. On peut sans doute faire davantage. Et donc, mon point de vue, c'est d'encourager que les bonnes choses continuent à se produire dès lors que la France est disposée à le faire. Il y a encore un certain nombre de génocidaires présumés qui sont en France, dont les procès n'ont pas été traités comme ils auraient dû l'être. Prenons un exemple. Agatha Habyarimana, la veuve du président tué, a des ennuis judiciaires ici en France. Souhaiteriez-vous que la France l'expulse, l'extradie? Ce serait bien sûr un geste très symbolique. C'est une situation qui pèse sur les relations depuis des années. Oui, je pense que la situation peut encore s'améliorer avec Agatha ou d'autres individus. Ils sont nombreux ici. Mais elle serait importante, n'est-ce pas? Oui, elle en fait partie. Elle est sur la liste, sur la très longue liste. Elle est tout en haut. Donc, mais c'est la France qui prendra la décision. Je ne vais surtout pas prodiguer de conseils. Je peux simplement leur demander et que cela soit fait officiellement par les canaux officiels. Mais je ne cherche nullement à leur dire quoi faire. Je peux simplement émettre la demande. Toujours à propos de justice et de responsabilité, le mois dernier, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix congolais, était à Paris. Il a demandé à la France d'aider à ce que justice soit faite contre les responsables des crimes commis à l'est de la RDC. Certains sont le fait de soldats de la région, de pays voisins, selon des experts des Nations Unies. Seriez-vous d'accord pour que des officiers rwandais soient poursuivis pour des crimes commis en RDC suite au génocide? Comme vous le savez, peut-être le rapport du projet Mapping a été extrêmement controversé et en réalité, il est hautement contesté par les gens, que ce soit en RDC ou dans les pays voisins. Il a été très politisé. Mukwege devient un symbole
un outil de ces forces que l'on n'aperçoit pas et il reçoit le prix Nobel et donc on lui dit quoi dire et j'ajouterais qu'il y a d'autres rapports qui sont sortis et qui contestent et qui disent tout à fait l'inverse. Le contraire, qu'il n'y a pas eu de crime dans la région? Mais il n'y a pas eu de crime. À l'est de la RDC? Non, absolument pas. Que ce soit par les personnes soit évoquées ou les pays cités. C'est, si vous voulez, la théorie du double génocide qui est à l'œuvre ici. Dans l'Est de la RDC, la situation sécuritaire demeure très mauvaise. D'aucuns disent qu'elle continue à se détériorer. Le gouvernement congolais a décrété un état de siège dans 2 zones, Ituri et Nord Kivu, pour 30 jours, peut-être plus. Est-ce une bonne mesure? La soutenez-vous? L'état d'urgence, à mes yeux, c'était un peu comme si on disait, il y a un énorme problème ici, prenons des mesures qui vont nous donner une bonne base pour traiter les choses. C'est pourquoi je dis, c'est une chose que de mettre en place l'état d'urgence. Pour ma part, je le ferai, mais je suivrai cela aussi par des actions bien réfléchies et planifiées pour traiter les choses de façon concrète et de ne pas repasser sur les choses et d'avoir les mêmes problèmes au bout de 5 ans ou un problème encore plus grand. Mais il y a aussi les forces des Nations Unies et les Nations Unies qui sont venues de l'extérieur et qui sont là maintenant depuis 24 ans. Mais il y a toujours ces responsabilités du monde qui sont passées sous silence. Et personne ne dit, mais qu'avez-vous fait là pendant 24 ans? Vous y êtes allé pour régler un problème, que s'est-il passé? C'est un échec? Je pense que c'est un énorme échec. C'est peu dire. Alors, à propos d'en faire plus, les relations entre votre pays et la RDC semblent s'être améliorées depuis l'élection du président Tshisekedi. Vous êtes d'accord pour renforcer la sécurité à la frontière entre les 2 pays pour lutter contre les rebelles. Où en êtes-vous de ces discussions? Envisagez-vous des opérations militaires conjointes? Eh bien, les discussions sont en cours, mais la chose la plus importante ici, c'est que au moins il y a cette ambiance qui nous permet de dialoguer et qui faisait défaut auparavant. Et bien sûr, les gens qui travaillent ensemble trouvent une solution. Mais des opérations militaires conjointes sont envisageables. Oui, je pense que ce n'est pas à exclure. Mais ça dépend toujours de la situation au moment dit. Il faut que les 2 parties discutent pour voir si ça peut marcher, quels sont les coûts d'une part, les bénéfices de l'autre et qu'une décision peut être prise. Il faut que les gens soient souples. Parce que, selon des experts des Nations Unies, des militaires rwandais seraient déjà en train d'intervenir en RDC. Oui, mais moi, je souhaite qu'ils aillent encore plus loin en se posant la question, les Nations Unies, donc, pourquoi le Rwanda devrait-il se rendre en RDC alors que ce sont eux les responsables de la situation? Cela signifie-t-il que vous reconnaissez qu'il y a des troupes rwandaises en RDC? Non, non, je ne reconnais pas ça du tout. C'est peut-être un échec. Leur échec. En RDC, un échec total. Donc, y a-t-il des troupes rwandaises en RDC en ce moment même? Non, si nous y étions, nous ne serions pas en échec. Ça, je puis vous assurer que l'on n'échouerait pas à régler le problème. Alors, pour en revenir aux affaires intérieures du Rwanda, Paul Rusesabagina, le héros du film Hotel Rwanda, est en cours de jugement à Kigali. Il est sous le coup de 9 chefs d'accusation, dont terrorisme et soutien à un groupe armé. Il dit n'avoir jamais encouragé la violence. Tout d'abord, il n'est pas seul dans ce procès. Il y a une vingtaine de prévenus
qui comparaissent avec lui, accusés d'avoir commis ces crimes contre les Rwandais. Ils comparaissent tous au tribunal et certains d'entre eux, quelques-uns, donnent des preuves accablantes contre lui. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens font tout ce bruit. Il est devant le tribunal, il n'est pas caché quelque part, il est au tribunal comme beaucoup d'autres. Vous dites, pourquoi tant de bruit autour de cette affaire? C'est peut-être à cause de son arrestation. Il dit avoir été piégé pour revenir au Rwanda. Qu'y a-t-il de mal à piéger un criminel lorsque vous le trouvez? Qu'est-ce que vous en faites? Vous le traduisez devant la justice, c'est acceptable, non? Les États-Unis, l'UE et d'autres ont exprimé leurs préoccupations au sujet de son procès. Sera-t-il équitable? Ils suspectent que ce ne sera pas le cas, en raison de la manière dont il a été piégé, et ils ne pensent pas qu'il aura droit à un procès équitable. J'imagine que ça vous préoccupe. Bien sûr, moi, j'en appelle à un procès équitable de mon côté. Donc, ce n'est pas le Royaume-Uni ou les États-Unis ou l'Union européenne. Non. Je souhaite voir un procès équitable aussi. Pourquoi le fait d'être équitable appartient à l'Europe, aux États-Unis ou à quelqu'un d'autre et pas à nous? Pourquoi? Oui, vous savez, c'est ainsi que les gens disent des choses insensées et finissent par être racistes. C'est comme si on disait la seule façon d'être juste en Afrique ou au Rwanda, c'est que ça soit surveillé par l'Europe, les États-Unis ou un autre pays. Non. Pas du tout. C'est peut-être parce que votre régime est accusé par des think tanks et des ONG de réduire les critiques au silence. Je vais vous donner un autre exemple. Le chanteur de gospel Kizito Mihigo, qui a critiqué votre régime, a été accusé d'incitation à la haine et est mort dans une cellule de police. Selon la version officielle, il s'est suicidé, mais ce n'est pas l'avis d'ONG des droits de l'homme. Les préoccupations seront là, mais moi, je n'ai pas ces préoccupations. Tout est réglé par les enquêtes et le tribunal. Vous accepteriez une enquête indépendante? Indépendant quoi? C'est-à-dire que l'on doit sans cesse avoir une enquête indépendante pour des choses qui sont produites ici à Paris, en France? Pour conclure, Monsieur le Président, vous êtes chef d'État depuis 21 ans. Les prochaines élections ont lieu dans 3 ans. Serez-vous candidat? Vous savez, surtout, je souhaite que Dieu continue à m'accorder la bonne santé, n'est-ce pas? Ça, c'est sur un plan personnel. Maintenant, pour ce qui est de la politique, les Rwandais vont décider et je peux aussi prendre une décision personnelle. Et si les Rwandais disent non, nous souhaitons vous garder, ça c'est important, mais je peux dire, vous savez, je dois aller faire autre chose. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté cette interview et merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et RFI. Je reprends encore la Nyarwanda, excusez-moi. Chers amis auditeurs, vous venez d'écouter, vous venez d'entendre cette interview, comme je vous avais dit tout à l'heure. Vous venez d'écouter cette interview que le président rwandais Paul Kagame a accordée aux 2 journaux, donc aux 2 médias, grands médias dans le français, à savoir RFI et France 24. Vous venez de l'écouter in extenso. Et comme je vous l'avais dit au départ, au début, en introduisant cette émission, je vous avais dit que je serais avec un invité. Et ce n'est pas n'importe qui comme invité parce que c'est quelqu'un qui connaît bien la France, d'abord, pour commencer, parce qu'il vit là-bas depuis un bon moment. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a travaillé. Et il n'y a pas travaillé en tant qu'agent, il a été diplomate, il a été ambassadeur du Rwanda dans ce pays, en France. Mais surtout, il a été ministre des Affaires étrangères du gouvernement rwandais en 1994, tout juste après le génocide qui a été commis dans ce pays.
Donc, comme vous l'aurez deviné, donc j'ai nommé Monsieur l'ambassadeur Jean-Marie Vianney-Ndagijimana. Je vais donc le faire entrer en studio. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, mon frère Célestin. Comment allez-vous là-bas? Bon, ça va, ça commence à se réchauffer un tout petit peu. Un peu comme les relations franco-rwandaises, justement, parce que nous sommes en train de laisser derrière nous l'hiver, même s'il pleut encore, mais au moins, il ne fait plus aussi froid. Un peu comme les relations franco-rwandaises qui se réchauffent pour le moment, parce qu'après quelques dizaines d'années où les relations étaient vraiment au point mort, étaient carrément congelées, et ici on voit qu'ils sont en train de se réchauffer, mais à quel prix? C'est ça que nous allons essayer de débattre pour le moment. Donc, vous venez d'écouter avec moi, je sais que vous avez suivi de près cette visite du président rwandais en France. J'aimerais quand même vous demander votre point de vue. D'abord, on va aborder cette interview, mais dans la globalité, quel a été votre sentiment quand vous avez appris que le président rwandais, Paul Kagame, allait venir en visite en France, monsieur l'ambassadeur? Mon sentiment, c'est un sentiment tout à fait normal. Hein. Un chef d'État a le droit d'en inviter un autre, de le traiter comme un roi alors que c'est un criminel. C'est le droit du président Macron de l'avoir fait. Et ceci dit, il faut quand même envisager aussi de penser aux intérêts de son peuple, la France, hein, qui va bientôt, je pense, revêtir des habits rouges, hein, rouge de sang, du sang des victimes rwandaises, parce que c'est ça. En fait, le président Kagame est en train d'arriver progressivement à son but, c'est-à-dire de convaincre le monde entier que la France a commis le génocide des Tutsis. On peut utiliser des formules alambiquées ou diplomatiques, mais en fait, l'objectif est celui-là, et la France est en train d'avouer l'inavouable, comme le disait quelqu'un. D'avouer l'inavouable, surtout quand c'est complètement, effectivement, inavouable, parce que ce n'est pas vrai. Mais la France d'aujourd'hui, dirigée par les marcheurs, est en train d'avouer que la République a participé, qu'elle a des responsabilités, qu'elle est complice du génocide. Au Rwanda, c'est comme ça qu'on présente les choses, en tout cas. Si les dirigeants français ne lisent pas le Kinyarwanda, ben, qu'ils nous posent des questions, on leur explique quand, on va leur traduire les documents qui sortent des organes officiels de la République rwandaise. C'est ça la vérité. Pour les Rwandais, pour le gouvernement rwandais, pour le président Kagame, même s'il ne va pas le dire à Paris, eh bien, il est en train d'enfoncer la France dans la repentance. Une repentance sans fondement. C'est le premier sentiment que j'ai eu déjà avant même l'arrivée de Kagame à Paris. J'ai compris que progressivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Lorsqu'on laisse à des jeunes gens qui avaient 1 an, en 1994, être les interprètes officiels de ce génocide, des députés français de la République en marche, eh bien, vous comprenez que c'est grave, quoi. On dit d'un côté que Hubert Védrine et tous les anciens, Alain Juppé, sont des menteurs, ils ne connaissent pas l'histoire. Et on donne la priorité à ce que disent Hervé Berville, la députée En Marche qui était à Kigali pendant la période de la commémoration du génocide. C'est la voix de ces gens-là qui passent aujourd'hui avant tous les autres. C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Rwanda, comme d'ailleurs le professeur Duclerc et sa commission, c'est eux qui emportent l'opinion. C'est ça qui fait... C'est très, très grave. C'est terrible pour l'opinion française et c'est terrible pour l'avenir de la France en termes de réputation internationale. C'est l'infamie qui va s'abattre sur la France. Sans être prophète, revenez me voir d'ici quelques années, vous verrez que la France sera souillée, que la France aura avoué l'inavouable d'avoir participé au génocide des Tutsis. Moi, je sais que ce n'est pas vrai. Moi, je sais que la France est le seul pays qui a sauvé des Tutsis, le seul pays au monde, avec quelques pays africains qui l'accompagnaient dans l'opération turquoise. Et voilà, c'est la France.
Le Oui, rapport, mais ici peut-être pour essayer de nuancer ce que vous dites, ou alors d'apporter quelques éclaircissements, le rapport de Clerc a dit que la France a des, comment trouver les termes exacts, a des responsabilités graves, mais n'est pas complice. C'est arrangé pour trouver une ça c'est une façon de terminologie. parler. Mais Oui, quand oui. Claire arrive à Kigali, qui parle avec les responsables rwandais, qui parle avec d'autres, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Il insiste vraiment sur la responsabilité de la France dans le génocide. Quelles sont les responsabilités de la France dans le génocide? Qu'est-ce que la France a fait pour que le génocide fût ou soit à l'époque? Donc, c'est une façon de dire les choses. C'est une façon de... Mais quand il parle, quand il quitte le Rwanda, eh bien, la presse rwandaise officielle, des officiels rwandais, c'est pas ce que eux disent. Eux, ils affirment que les Français ont avoué. Ce n'est même pas la commission, ils disent que la France a avoué, alors qu'il s'agit d'un rapport d'experts. Oui, donc on va peut-être entrer dans... Justement, revenons-en, justement, entrons vraiment maintenant dans le vif du sujet, justement, à propos de cette visite en elle-même. Nous allons surtout nous baser sur ce que a dit le président Paul Kagame, parce que nous n'allons pas chercher très loin les éléments pour essayer de bâtir ou de construire notre analyse. Commençons par voir, moi, l'impression que j'ai eue au départ, quand j'ai vu cette interview dans la globalité. Moi, j'ai eu l'impression que les deux journalistes ont été, on va dire, mous, n'ont pas été vraiment assez expressifs, je ne parle le mot agressif, pour vraiment essayer de lui tirer, comme on dit vulgairement, le verre du nez. C'est de lui expliquer, de le laisser vraiment s'exprimer, de le pousser pour qu'il puisse vraiment s'exprimer réellement sur les vrais problèmes que doivent surmonter les relations franco-rwandaises, surtout sur l'aspect droit de l'homme. Ils sont passés comme ça, comme si dans les deux petites dernières questions qu'ils lui ont posées, donc l'interview en elle-même avait 17 minutes et 24 secondes, mais sur 2 minutes seulement, ils ont parlé des droits de l'homme, ils ont parlé de la présence des militaires rwandais en RDC, sont passés dessus. Ils n'ont même pas touché le sujet pour qu'ils puissent vraiment l'aborder en profondeur. Surtout le problème des droits de l'homme au Rwanda, le problème des gens qui meurent, des gens qui sont assassinés, sur qui on tire à bout portant, tirés par les militaires, les agents de la sécurité nationale. Mais ils ont juste évoqué un cas de Kizito Mihigo, ça on va y revenir. Mais quand vous venez de la globalité de l'interview en elle-même, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que les journalistes ont été en quelque sorte complaisants, oui, c'est le mot, ou alors assez mous dans leurs questions, monsieur l'ambassadeur? Ils sont les deux, mais j'ai l'impression aussi que l'un des deux, monsieur Pierre Allemand, je crois qu'il s'appelle, il est d'une complaisance complice, si je puis dire. Si vous avez suivi l'interview qu'il a fait faire au ministre des Affaires étrangères, M. Biruta, eh bien, c'était la même chose. Même quand le ministre oubliait des éléments pouvant compromettre la France, c'est le journaliste qui lui rappelait ça et qui lui demandait de répondre dans ce sens-là. C'est époustouflant de la part d'un journaliste. Mais dit en 2 mots, France 24, c'est un média d'État, il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi certaines personnes rwandaises, dont moi personnellement, d'autres, Charles Onana et d'autres, sont interdits de parole sur ces médias parce qu'ils ont reçu des ordres dans ce sens-là, parce que Mme Saragos, qui est la patronne de tous les médias de France internationale, en fait, leur a donné une liste de personnalités à ne pas inviter. Vous savez, le 6 avril, j'ai été contacté par France 24, précisément, pour participer au débat du 7 au soir. Le 7 soir, c'était le débat sur le génocide des Tutsis. Eh bien, j'ai accepté l'invitation. Je tiens à le dire. J'ai accepté l'invitation. On a continué à échanger jusqu'au 7, 1 heure avant l'émission, où je reçois un message de la dame, justement, qui était la chef de service chargée de me contacter, de voir les aspects techniques. Elle me dit... vous occupez quelle fonction au sein de l'association Ibuka? Je lui dis non, madame, moi je ne suis pas membre d'Ibuka, je suis en revanche président de l'association Ibuka Bose, Rengera Bose. Eh bien,
elle est partie en me disant, OK, on va vous appeler ambassadeur. Votre titre, ce sera ambassadeur Ndagijimana, ancien ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, très bien, ça me va bien. Et puis, quelques temps après, elle revient pour me dire, non, non, en fait, nous, on cherche à Ibuka. Vous ne pouvez pas participer à cette émission du 7 avril. Bon, j'ai compris parce que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Et donc, vous voyez, c'est un média d'État qui a sa liste rouge de personnes qui ne partagent pas le point de vue de Paul Kagame sur la France, de personnes qui disent que la France n'a pas contribué, ni participé, ni de près ni de loin, au génocide des Tutsis, que la France est intervenue au Rwanda tout à fait normalement, selon toutes les conventions internationales, selon un accord de coopération militaire signé avec le Rwanda. Eh bien, ceux-là, ceux qui ne condamnent pas la France, ceux qui disent que la France n'est pas responsable de ce génocide, eh bien, ils sont sur liste rouge, c'est vous dire. Donc, ça veut dire que quelque part, dans le système français, dans les médias français, surtout dans la direction justement des médias internationaux, qui sont des médias d'État, France 24, RFI et d'autres, eh bien, il y a un lobby pro-Kagame, pro-FPR, qui veut que l'opinion de celui-là soit celle qui va être retenue en France et dans le monde. C'est ça la vérité. Donc, il ne faut pas vous étonner que ces journalistes se soient conduits comme ça. Voilà, ça c'était du côté des journalistes, parce que j'aimerais quand même avoir, du moins, posé les bases de l'émission, pour commencer en regardant ensemble l'aspect formel, puis après nous allons entrer dans le fond de l'émission en elle-même. Donc, du côté maintenant du président Paul Kagame, moi j'ai trouvé un homme qui est, on peut dire, plus posé, oui, plus à l'aise. Est-ce peut-être parce que justement les journalistes n'étaient pas assez, on va dire, assez vraiment sérieux dans les questions qui lui reposaient? Parce que je me rappelle souvent, ici je pense notamment à une journaliste qui lui avait posé des questions ici, je pense lors de sa dernière visite qui l'avait vraiment poussé dans cette dernière retranchement jusqu'à ce que M. Paul Kagame s'est révélé tel qu'il est. Il s'est énervé, il a à la limite agressé la journaliste. Mais ici, les journalistes ont été très doux, comme vous avez dit, comme très complaisants, comme vous venez de l'expliquer. Mais lui aussi, il s'est senti à l'aise, il a parlé à l'aise, sauf peut-être pour les dernières questions, quand on a justement commencé à toucher où ça fait mal, quand on a commencé à parler de Mukwege, quand on a parlé de Kizito Mihigo, quand on a parlé surtout de Rusesabagina, là, il s'est senti un peu agressé, il a commencé à sortir genre, est-ce que c'est vous qui savez ce qui est bien pour nous? Est-ce que c'est vous qui savez la justice? Donc, mais dans l'ensemble, j'ai vu un homme plutôt posé, plutôt qui maîtrise bien son sujet, peut-être qu'il avait bien préparé au départ, qui répond avec des mots plus ou moins compréhensibles cette fois-ci. J'ai des fois j'ai eu du mal à suivre son fil d'idées, son raisonnement. Mais ici, dans cette interview, vraiment, j'ai eu l'impression que nous étions face à un homme qui était à l'aise, qui répondait plus ou moins correctement à cette question en tant que président de la République, en tant que diplomate. Est-ce que quel est votre sentiment à propos de cet aspect du président Paul Kagame, monsieur l'ambassadeur? Écoutez, j'ai le même sentiment, j'ai même l'impression qu'il s'est converti à Dieu. Il dit, si Dieu me prête vie, Paul Kagame qui parle de Dieu, alors qu'avant, il demandait aux Rwandais de ne jamais parler de Dieu, que leur Dieu, c'est le FPR qui a sauvé les Tutsis du génocide. Aujourd'hui, il confie sa vie à Dieu. Il s'appellerait presque Ndagijimana. Ça m'a fort plu. Paul Kagame qui confie sa vie à Dieu. Donc, il croit qu'au-dessus de lui, il y a un être plus puissant. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Et donc, puisque vous parlez de la réponse calme, posée, presque sereine du président de la République rwandaise, j'ai eu la même impression, mais c'est effectivement, il a été aidé par les journalistes. On a même l'impression qu'il a été préparé, qu'il connaissait les questions à l'avance. Non, non, il s'est très bien comporté, il a vraiment répondu comme les journalistes attendaient qu'il réponde en soi. Sauf que du début à la fin,
son discours n'était que mensonge. Voilà, justement, entrons dans le vif du sujet, du début à la fin. Moi, j'aimerais quand même qu'on ait, parce qu'ils ont abordé beaucoup de questions quand même. Ils ont abordé, ils ont même comparé ces points de vue d'aujourd'hui, quand ils disaient que la France et le Rwanda peuvent désormais avoir des bases solides sur lesquelles bâtir une relation plus ou moins sereine entre la France et le Rwanda. Et que le journaliste lui a rappelé quand même qu'en 2014, il accusait vraiment avec des mots durs la France d'être génocidaire à la limite, génocidaire. Et ici, il dit qu'ils sont contents, entre guillemets, de son rôle de responsabilité, mais pas de complicité. Est-ce que, lorsque le journaliste lui parle est-ce qu'il a changé son point de vue? Est-ce que, vraiment, comme il répond, et puis surtout, quand on a abordé la notion d'excuse, parce que les autres pays, la Belgique, les États-Unis, l'ONU, ont ouvertement demandé pardon aux Rwandais pour ne pas être intervenus pour arrêter le génocide. Et quand on a exigé quand le journaliste lui a demandé si le Rwanda exigerait des excuses de la part de la France, là aussi, il a répondu de façon vraiment politique et diplomatique. Comment est-ce que vous avez trouvé ces deux premières questions qu'on lui a posées, justement? Vous parliez de mensonges, mais quand il a répondu à ces deux premières questions qu'on lui a posées, à propos justement de son changement de point de vue, ainsi que de cette demande d'excuses, comment il a répondu? Comment vous avez trouvé ces réponses, monsieur l'ambassadeur? Vous savez, moi, je ne suis pas de ceux qui croient au discours du président Kagame, parce que je pense le connaître suffisamment. Il représente vraiment, vraiment son parti, le Front patriotique rwandais. C'est comme ça qu'ils opèrent. En 1994, un jour à Byumba, je m'étonnais justement du fait que le FPR avait commencé sa propagande politique. Alors qu'entre nous, entre partis du gouvernement d'union nationale, on était convenu qu'il ne faudrait pas s'engager dans la propagande politique. Animation, danse, politique et tout. Eh bien, son vice-président, qui était Patrick Masimpaka, m'a regardé en face. Il m'a dit, mais Jean-Marie, il dit, mais c'est incroyable. Vous, les Rwandais du Rwanda, vous êtes aussi naïfs que les Blancs. C'est ce qu'il m'a dit. C'était en août 1994. Vous êtes aussi naïfs que les Blancs. Quand ça vient de la bouche d'un responsable du FPR, ça veut tout dire. Et Kagame, lorsqu'il répond à ses journalistes et lorsqu'il parle aux autorités françaises, c'est exactement ce qu'il a en tête. Je vais vous raconter n'importe quoi et vous me croirez. Parce que vous êtes des Blancs, parce que vous êtes des naïfs. C'est ce que les gens pensent là-bas. Même les Rwandais les plus ignorants, des campagnes pensent que les Blancs, les Français, les Belges, les Américains sont des naïfs, qu'on va leur raconter des bobards et qu'ils vont finir par le croire. Et j'ai l'impression qu'ils ont finalement raison. Mais rappelez-vous du bout de phrase prononcé par Kagame après la réponse, et justement, lorsque le journaliste lui demandait, mais vous, en 2014, vous affirmiez que la France était complice, qu'il avait participé directement au génocide. Kagame n'a pas dit non, hein, et il n'a pas dit qu'il avait changé d'avis. Il a dit, écoutez, mais ce sont des rapports d'experts. Moi, j'ai le droit de ne pas penser comme eux. Vous voyez, ça, c'est typiquement rwandais. Les Rwandais sont fins, mais quelquefois, c'est de l'indécence de penser que les autres sont des imbéciles et que vous pouvez les rouler dans la farine comme vous voulez. Mais moi, j'ai compris ce que Kagame voulait dire. Il voulait dire, allez-y, acceptez ce que je demande, mais demain, je reviendrai à la charge avec la dernière bombe et vous serez accusé de complicité de génocide, même si le rapport ne le dit pas. C'est exactement ça. Il est en train de prendre le bras et finalement tout le tronc, tout le corps, là où la France lui donne un doigt. Kagame ne va pas s'empêcher de prendre tout le bras et finalement il va avaler tout le corps et la France sera ce qu'elle sera en ce moment-là. C'est ce que je pense. Alors, Oui,
Oui. Oui, d'abord, avant de terminer cet élément de réponse, il me revient à l'esprit, lorsqu'on avait posé presque la même question au ministre des Affaires étrangères, il avait dit que ça, c'est une partie, parce qu'il y a d'autres éléments qui vont être dévoilés. Donc, ça veut dire que dans leur plan, c'est une étape. Ils avancent étape par étape. Bien Donc, sûr. c'est l'impression que j'ai eue, mais je ne sais pas votre point de vue, mais est-ce que vous pensez que le Rwandais avance pas à pas vers justement vers cet aboutissement de ce qu'ils veulent, vers justement accuser carrément ou que la France reconnaisse réellement qu'il a participé dans le génocide alors? Vous savez, Célestin, le mot le plus populaire, enfin, il y en a deux. Hein. Il y a deux mots Kinyarwanda, enfin, Kinyarwanda français, qui sont devenus très, très populaires, surtout en RDC, en République démocratique du Congo. Depuis que notre ami Pierre Péan l'a mis dans son livre, où il parle de Ubwenge. Ubwenge, c'est l'intelligence, c'est notre ADN, nous, Rwandais, c'est ce que nous pensons. Ubwenge, ça veut dire intelligence, malignité, capacité de tromper les autres. Eh bien, malheureusement, nous avons cet ADN en nous. Et quand le ministre Biruta parlait au même journaliste, hein, Perelman, c'était avec un Ubwenge extraordinaire. Il était là, fier, avec son petit sourire en coin. Il ne bougeait pas, on dirait vraiment un sphinx. Et le journaliste était devant lui en lui disant « Excellence, est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est là ?» Et l'autre disait « On verra. » Il l'a vraiment dominé de bout en bout. Et Kagame n'a pas échappé à la règle. Hein. Il a répondu avec une sérénité, une supériorité, une ascendance dominante. Eh bien, c'est Ubwenge. Mais il y a un autre terme qui vient d'être vulgarisé, popularisé par Madame Louise Mushikiwabo. Elle a même réussi à l'introduire dans le Larousse de cette année. Techniquer. Sauf que la définition qu'elle a donnée au mot techniquer n'est pas tout à fait ce que nous on sait. Techniquer, ça veut dire présenter les choses d'une manière falsifiée, de manière à ce que l'adversaire croit ce que vous voulez lui faire croire. Donc, dans l'interview de Kagame, il y avait à la fois Ubwenge, que les Congolais disent Ubwenge, et c'est le même mot, et il y avait du technicage de très haut niveau. Quelqu'un qui réussit finalement à faire croire ce qu'il veut que les autres croient, mais sans y croire un seul instant, sans y croire un seul mot. Et vous avez parlé de... peut-être qu'on va aborder ça après, mais je préfère le dire maintenant tout de suite. Comment le président Kagame a traité le docteur Mukwege, s'il vous plaît? Oui, justement, c'est la question suivante, justement. Quelle arrogance, quelle arrogance. Oui. D'abord, il dit qu'en RDC, il n'y a jamais eu de crime. Hein. Non, non, non. Le rapport mapping, c'est un rapport controversé, mais controversé. Qui a jamais mis, à part son ami, monsieur de Saint-Exupéry, l'auteur de la traversée en avion et sur moto, là où les réfugiés rwandais ont traversé la forêt équatoriale pendant 2 ans, à se faire bombarder, à se faire massacrer au quotidien, lui, il n'a vu aucune victime. 27 ans après, 25 ans après, il dit, je n'ai pas vu de mort. Hein. Je parle de Saint-Exupéry, je n'ai pas vu de corps. Tout juste a-t-il contacté quelques témoins, des témoins qui étaient surveillés par quelques criminels qui étaient avec de Saint-Exupéry. Et donc, pour lui, rien. Donc, la controverse dont Paul Kagame a parlé, c'est le livre La traversée de Saint-Exupéry. Mais moi, je ne connais pas, moi qui suis ce dossier depuis la sortie, et même avant la sortie du rapport mapping, je ne connais pas une seule source fiable et crédible qui ait jamais, par exemple, publié un écrit ou je ne sais quoi, en mettant en cause le rapport mapping. C'est un rapport qui a été publié par les Nations Unies, qui est immuable, qui affirme avec raison et factuellement documenté qu'il y a eu plus de 300 000 morts
de Hutus réfugiés assassinés par le FPR dans les forêts du Congo, du Zaïre à l'époque. C'est noir sur blanc dans le rapport Mapping, qui dit même que ces crimes sont en fait des crimes de nature génocidaire. Sauf qu'il n'y a pas encore de tribunal international pour précisément poursuivre et juger les criminels, dont Paul Kagame est à la tête d'ailleurs. C'est pourquoi, pour lui, c'est un rapport qu'il ne faudrait pas considérer, tout simplement. Mais alors, oui, il va très loin. C'est d'insulter notre frère, le docteur Denis Mukwege. Je dis bien notre frère parce que c'est vraiment notre frère, parce que nous le soutenons, parce que nous soutenons tous les Congolais qui ont été victimes de cette barbarie, de dire que le docteur Mukwege serait un outil de propagande mis en avant parce qu'il est prix Nobel, mis en avant par les négationnistes et les tenants de la thèse du double génocide. Et en France, on l'applaudit, alors que le docteur Mukwege était ici il y a quelques jours seulement. Le docteur Mukwege qui a demandé instamment à la France, au président Macron, d'aider les Congolais, les victimes congolaises. Je ne parle pas du gouvernement congolais. Il peut y avoir copinage entre des chefs d'État. Mais entre-temps, il y a des millions de Congolais qui sont morts par le fait de l'invasion, des invasions multiples de l'armée de Paul Kagame. Et il vient ici, on lui donne une plateforme, on lui donne une tribune pour nier les crimes contre l'humanité constatés par les Nations Unies, les crimes de nature génocidaire, les actes de génocide constatés par les Nations Unies. On lui prête les micros, on lui fait la propagande et la campagne. Et attendez, qu'est-ce que demain nous allons penser de ce qu'aura fait le gouvernement du président Macron par rapport à nos parents assassinés au Congo? Les Congolais, qu'est-ce qu'ils vont penser? Que la France est en train de donner du crédit à des criminels comme Paul Kagame aux dépens du docteur Mukwege qui a soigné les victimes de ces barbaries, qui continue à soigner les femmes violées par l'armée du Rwanda, de Paul Kagame, et les différentes milices qui sévissent dans cette région. Excusez-moi d'en parler avec fermeté, mais c'est très, très grave. Hein. C'est très grave. Vraiment, ici, c'est le lieu d'en appeler aux Rwandais et aux Congolais qui aiment leurs compatriotes, qui ont un tout petit peu de compassion à l'égard des victimes congolaises et rwandaises massacrées par l'armée du Front patriotique rwandais de Paul Kagame et de ses alliés congolais ou autres. C'est le moment de leur demander de se réveiller, qu'ils comprennent qu'on est en train de vendre les corps de nos parents. Personne n'a le droit de cracher sur les corps des victimes rwandaises et congolaises massacrées par Paul Kagame, sur l'instruction de Paul Kagame, par ses généraux. Et on vient aujourd'hui lui dérouler le tapis rouge et en demandant aux victimes de se taire, de ne plus jamais parler. Non. Nous avons le droit, je pense, d'exprimer une certaine colère, parce que c'est une colère tout à fait saine, une colère juste. Et demain, nous allons dire ce que nous pensons au gouvernement français. La France doit choisir entre les intérêts financiers, économiques et autres dans la région et la justice que réclament les peuples de notre région. On ne peut pas laisser passer cette affaire-là. Si nous devons avoir des répercussions en France, si nous devons être mis à mal par certains services en France, eh bien, nous y répondrons. Mais on ne peut pas comprendre que la France, le pays des droits de l'homme, la partie des droits de l'homme, là où les gens poursuivis partout dans le monde par des régimes fascistes se réfugient depuis des lustres. On ne peut pas comprendre que la France, qui a reçu les exilés russes après la Révolution, qui a reçu des milliers de Juifs qui fuyaient Hitler, on ne peut pas accepter que la même France donne la tribune à Paul Kagame pour venir vraiment, vraiment, vraiment cracher son venin sur nos parents qu'il a massacrés. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et les deux journalistes n'ont même pas parlé des crimes commis par le FPR au Rwanda. C'est une question de choix. La France doit choisir. Eh bien, ce sera la France
qui aura soutenu des criminels, un criminel, le seul chef d'État en place, qui est accusé de génocide et qui aura tourné le dos aux victimes congolaises et rwandaises. C'est une question de choix, mais nous pensons vraiment que la France doit faire le bon choix. Reprendre les relations avec le Rwanda, avec Paul Kagame, c'est une chose. Nous applaudissons, mais pas au prix du sang des nôtres. Pas au prix de l'injustice, pas au prix de l'impunité, parce que c'est ça. On est en train et surtout pas au prix du déshonneur de la France. Parce que c'était un mensonge de prétendre que la France a participé au génocide. C'était un mensonge. Je comprends pourquoi maintenant la commission du clerc a refusé de nous recevoir, a refusé de nous écouter. On a l'impression qu'elle avait reçu des instructions pour ne pas écouter une partie des Rwandais, une partie des Congolais, ceux qui disent que la France est innocente, que la France, au contraire, a sauvé des vies humaines au Rwanda, pas les États-Unis. Les États-Unis ont nié le génocide des Tutsis. La Belgique a retiré ses troupes au moment où les Rwandais en avaient besoin, alors que légalement, la Belgique faisait partie de la Minoire et que donc les troupes belges pouvaient effectivement opérer et arrêter le génocide. Non. C'est en ce moment-là que le gouvernement belge a retiré les troupes. Donc la Belgique, les États-Unis, c'est-à-dire Bill Clinton et le gouvernement belge qui était en place à l'époque, il est tout à fait normal qu'ils demandent pardon, qu'ils présentent les excuses au peuple rwandais parce qu'ils ont lâché le peuple rwandais. Au moment où la France réclamait des troupes internationales pour venir arrêter le génocide et que les États-Unis bloquaient, que Kagame et le FPR disaient non, pas question, laissez-nous avancer, prendre le pouvoir. Les Tutsis qui sont là, ce n'est pas nos Tutsis à nous. Vous voyez? Donc, ceux qui devraient demander pardon, moi, qui étais là, qui était ambassadeur à Paris, qui suivait tout ce qui se passait au Rwanda tous les jours, moi qui ai été chassé par le gouvernement, qui était responsable de ce génocide pour finir, et dont le FPR aussi m'affublait de tous les noms en disant il faut les laisser, il ne faut pas parler du génocide, parce que vous allez provoquer effectivement la venue de troupes étrangères. Je n'étais pas très aimé par le FPR, même si après, j'ai participé à ce gouvernement pendant quelques mois. Et je vous assure que moi, en mon âme et conscience, celui qui devrait présenter ses excuses, demander pardon au peuple rwandais, ce n'est pas la France, c'est Paul Kagame et son parti État d'aujourd'hui, mais aussi son armée de l'époque, l'APR, l'armée patriotique rwandaise, qui émanait du Front patriotique rwandais, le parti qui a pris le pouvoir. C'est ainsi que je vois les choses. Et vraiment, si on me permettait de dire certaines choses à certains en France, eh bien, ils comprendraient que le mensonge est en train de faire gagner le camp des génocidaires contre le camp ou sur le camp de ceux qui ont apporté de l'aide et qui ont sauvé des dizaines de milliers de Tutsis et des Hutus qui étaient poursuivis et menacés par les tueurs. Maintenant, il y a d'autres aspects sur lesquels on peut parler. Hein, de cette interview, si vous voulez. Je suis là, vous avez parlé justement de l'aspect RDC, donc Congo, Mukwege, Mapping Report, du génocide, évidemment. Mais il a aussi parlé, lorsque Oli a parlé de Mukwege, il a dit ça, c'est la théorie de ça, c'est les affirmations de ceux qui ont défendu la théorie du double génocide. Mais auquel lui, évidemment, il ne croit pas. Parce que qui dit, moi, je suis dans sa logique. Il est tout à fait cohérent avec lui-même, en fait, M. Paul Kagame. Parce que si on parlait du double génocide, donc si on parle du génocide contre les Hutus commis par le FPR, il sera directement visé. C'est lui qui était à la tête de ces militaires, de la FPR dont certains éléments ont commis justement ce génocide, comme il l'a mis entre guillemets lui-même. Donc, moi, je pense qu'il est logique avec lui-même quand il nie le double génocide, parce que il y a le génocide contre les Tutsis, justement, qui nous occupe pour le moment, mais celui-là, il a été connu, il y en a même certains qui ont été condamnés, qui ont été jugés, condamnés, d'autres qui ont été injustement accusés, aussi ça aussi on peut y revenir. Mais quand on commence à parler d'autres victimes, alors là, lui, il dit non, il n'y a pas eu de crime qu'il a dit. Il a dit les yeux ouverts, comme ça.
en face du journaliste. Elle dit, Il a il y a dit, plus de crime. circulaire, il n'y a rien à voir. Au Congo, il n'y a pas eu de C'est vrai, crime. les journalistes, ils étaient un peu interloqués. Oui, mais quand même, ils auraient pu dire, Monsieur le Président, il y a ceci, il y a cela. C'est Voilà. pas des ignorants. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses, c'est vrai, mais ils ne sont pas à 100% ignorants de la situation. Ils connaissent. Ils étaient missionnés pour faire parler Kagame et pas pour le contredire, pas pour lui apporter la contradiction. C'est tout. Alors, parlons justement de la thèse du double génocide. Oui. Kagame est en train de se comporter comme l'une des femmes, vous voyez, le jugement de Salomon. Oui, oui. Il y en a une qui a dit, bah, écoutez, prenez l'enfant et coupez-le en deux, et qu'on n'en parle plus, que l'enfant disparaisse en fait. L'autre femme, vous lui donnez une partie, et moi, vous me donnez un autre. Mais attendez, on coupe l'enfant en deux, ça veut dire que l'enfant n'existe plus. Hein, circuler, il n'y a rien à voir. Moi, le double génocide, je ne le vois pas en termes d'unique ou de double. En droit, il n'y a pas cette notion de double génocide. Il y a la notion de génocide qui est définie comme cela a été dans la Convention internationale de 1948 sur la prévention et sur le génocide. Eh bien, il y a eu le génocide des Tutsis, c'est clair. Sur un territoire donné, celui qui était gouverné par Kambanda et Sinikugabo et leur gouvernement. Et puis, il y a un autre territoire qui était contrôlé par une sorte de gouvernement rebelle de Paul Kagame, qui a massacré des dizaines, sinon des centaines de milliers de Hutus. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Ce que les uns ont fait, les Interahamwe ont commis un génocide. Interahamwe assimilé, hein, parce qu'il n'y avait pas que. Mais le FPR a commis des crimes. Qu'il laisse les victimes exprimer ce qu'ils en pensent et témoigner. Nous qui avons fait des enquêtes, nous qui avons fait des études de droit et qui avons essayé de... D'ailleurs, il n'y a pas que nous. Le rapport Mapping le dit, mais ça, c'est pour le Congo. Mais quand vous lisez les autres rapports qui ont été faits sur les crimes du FPR dans la zone qu'il contrôlait, eh bien, c'est un génocide. D'ailleurs, le rapport de Robert Garsoni dit bien qu'il s'agissait d'un rapport sur 3 mois, parce qu'on peut commettre un génocide pendant 3 mois, vous savez. Pendant une semaine, on peut commettre un génocide. Donc, le rapport de Robert Garsoni parle bien d'un génocide. Le rapport a été remis aux Nations Unies en septembre 1994. Donc, moi, je peux même admettre qu'il y a eu 3 ou 4 génocides dans cette région. Au Burundi, il y a eu un génocide en 1972, mais ça, c'est le Burundi, contre les Hutus. Au Congo, il y a eu un génocide contre les Hutus, rwandais, congolais et burundais. Mais les juristes congolais ont un dossier gros comme ça, dans lequel, et c'est parmi les meilleurs juristes congolais, hein, ils prouvent que les citoyens congolais de la zone qui étaient occupés par le FPR, au-delà des Hutus congolais, ils ont subi un génocide. Ils ont été massacrés pour les chasser de leurs terres et occuper ces terres durablement, même si ça n'a pas été réussi tout à fait, mais cela est un cas qui est avéré. Donc, qu'il y a eu 2, 3 génocides, cherchez à nous faire peur avec le mot double génocide, qui est effectivement noir sur blanc dans la loi rwandaise sur le négationnisme, parce que Rwanda dit qu'il y a eu un génocide contre les Hutus, c'est que vous cherchez à nier le génocide des Tutsis, ce qui n'a rien à voir. Il y a des personnes qui ne peuvent pas nier le génocide qui a été commis contre eux ou contre les leurs. Ça, c'est... Donc, Kagame essaie de faire peur en assimilant le docteur Mukwege, s'il vous plaît, à ceux qui veulent faire passer la thèse du double. Ce n'est pas une thèse, ce n'est pas une thèse. C'est une opinion fondée sur des faits réels. C'est une affirmation. Moi, j'affirme qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis
pendant une période donnée, mais j'affirme aussi qu'il y a eu un génocide contre les Hutus pendant en partie la même période, mais aussi au-delà de la même période, avant et après le génocide des Tutsis. Est-ce que je dois avoir la tête ou la gorge tranchée parce que j'affirme cela? Non, pas du tout. Je pense qu'il faudrait plutôt permettre un débat sur la question, y compris en France. J'ai toujours appelé nos contradicteurs, certaines associations, j'ai toujours appelé certains journalistes français à accepter d'en débattre. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Je veux vraiment, dans les jours à venir, d'ailleurs, je dois envoyer un courrier qui est déjà prêt, que j'enverrai à France 24 pour leur dire que leur comportement est indigne. Établir des listes rouges pour exclure certaines opinions, pour exclure tous ceux qui défendent l'honneur de la France, en fait. Pas tous, mais certains arrivent à le faire, à parler, à avoir accès à la presse, mais en réalité, c'est ça. On a l'impression qu'ils sont sous la botte du Fonds patriotique rwandais et des associations qu'ils contrôlent. Et donc, on arrête. En parlant justement, permettez-moi de vous couper la parole un tout petit peu. C'est que, un instant, en parlant justement de vous adresser à France 24, je crois savoir que il y a même des plaintes qui ont été déposées, notamment par un certain Charles Onana, qui sera d'ailleurs reçu dans quelques jours ici à la radio Rumuri, justement, qui s'indignait, qui porte plainte contre cette discrimination justement des médias publics contre lui notamment. Vous avez sorti le mot de la discrimination. Voilà. Tout à fait. Oui. C'est vraiment de la discrimination et c'est contre les lois françaises en fait. Charles Onana et son avocat ont écrit aussi au CSA, qui est l'organe régulateur des médias français, surtout les médias publics. Hein. Oui. Eh bien, les gens ne le savent pas, mais France 24 se permet de censurer et de discriminer l'accès aux médias français. Ça, c'est un fait. Je suis prêt à le prouver. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois. Voilà. Ça, c'était une parenthèse, mais qui quand même qui en valait la peine. On devrait quand même qu'on aborde 2-3 derniers points, parce que, comme je vous l'ai dit au départ, on ne saura pas aborder tous les points qu'ils ont traités dans cette interview, parce que d'abord, c'est très long, parce que en plus, c'est très important. Il ne faut pas vraiment il ne faut pas vraiment ne pas entrer en profondeur à propos de certains de ces points. Mais abordons notamment le point où on lui a posé la question de la présence militaire rwandaise en RDC, où il n'a pas affirmé, il a même presque nié qu'il n'était pas là, mais qu'il soutenait qu'il pourrait y aller, qu'il pourrait y aller avec les militaires. Il soutenait la façon dont maintenant Tshisekedi a établi un genre de siège des deux régions de l'Est du Congo. Mais lui, il disait que ils ont des pourparlers, ou alors ils travaillent ensemble à la résolution de son problème. Mais il n'a pas avoué ouvertement que ces militaires sont là, alors que justement les rapports, le journaliste lui citait les rapports des Nations Unies qui affirment que les militaires rwandais sont déjà depuis longtemps en RDC. Ça c'est et il a terminé avec une phrase vraiment arrogante, comme il en a l'habitude, comme il en a vraiment le secret. Si nous y étions, nous ne serions pas en échec. Ça me rappelle une fois, il avait affirmé, dans Rwanda, je vois encore comme il disait, il y a les gens qui affirment que nous avons tiré sur les gens, je pense qu'il parlait à ce moment-là de Nyamwasa. Si les autorités rwandaises ne ratent jamais leur cible, si c'était nous qui avons tiré sur lui, nous n'aurions pas loupé. Je le vois encore affirmer cette phrase-là. Et ici aussi, il a dit, nous ne sommes pas passés. Si nous étions là-bas, on aurait déjà résolu le problème depuis longtemps, avec cette arrogance, avec cette, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Donc, la façon dont il a parlé de la présence des militaires rwandais en RDC,
est-ce que vous pensez qu'il a encore menti, comme vous l'affirmiez tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur? Je ne sais pas ce que je dois vous répondre parce que vous l'avez dit vous-même, hein, il y a des rapports qui l'affirment. Et puis, il n'y a pas très longtemps, le gouvernement rwandais lui-même reconnaissait pratiquement que des troupes rwandaises étaient au Congo avec l'accord du président Tshisekedi. Mais revenons quand même à la forme. Moi, je pense que notre président doit faire très attention. Très, très, très attention. Là, il est en train d'insulter le président Tshisekedi et son gouvernement. Il est en train d'insulter l'armée congolaise. Il les traite de stupides, en fait. Disons les choses comme elles sont. Pourquoi je le dis? Parce que d'un côté, c'est lui qui crée l'instabilité dans cette région. C'est son armée et les rébellions qu'il a créées qui continuent à alimenter l'instabilité, les massacres des populations civiles, le viol des Congolaises, de nos cousines, de nos mamans dans cette région. Parce que moi, j'ai de la famille au Congo aussi. C'est l'armée rwandaise de Paul Kagame qui continue de tuer. Et en même temps, il dit, vous savez, moi, si j'y étais, j'aurais réglé la question. Pour dire quoi? Pour dire que les Congolais sont incapables de résoudre la question. C'est clair et net. Monsieur le Président Tshisekedi, j'espère que vous avez entendu, que vous avez suivi cette partie de l'interview du président Kagame. Il faut vraiment cesser de jouer à l'autruche. Votre voisin n'est pas un voisin exemplaire, ce n'est pas un ami. Il vous fait croire qu'il peut vous aider à résoudre la question à l'est du Congo, mais c'est juste pour gagner du temps. C'est exactement ce qu'il est en train de faire avec la France. Si vous baissez... si vous ne faites pas attention, Kagame va entrer encore. D'ailleurs, il est en train de préparer l'occupation du Sud Kivu par Red Tabara interposé, par Makanika et ses troupes, par d'autres. Il est en train de créer la pagaille dans cette région pour ensuite intervenir en disant que les Banyamulenge sont victimes de génocide. C'est ce qui est en cours. Vous verrez dans tous les médias aujourd'hui, on parle des Banyamulenge, des pauvres qui se font massacrer par des gens envoyés par Kagame au Congo, des Burundais et des Rwandais, qui sont là pour créer l'instabilité et désorganiser en fait tout le Sud Kivu, pour qu'ensuite Kagame se présente comme le défenseur des faibles, comme s'il allait au Congo pour arrêter le génocide des Tutsi Banyamulenge. C'est très grave. J'espère vraiment que mes frères et sœurs congolais sont en train de suivre cette partie de carte qui n'a pas, d'un côté, le président Tshisekedi et le président Kagame se saluent. Bonjour mon frère, ça va? C'est très bien comme ça, en diplomatie, on peut se permettre des gestes, même s'ils sont un peu dans les conditions actuelles, hein, ils peuvent être déplacés, ça peut vraiment blesser les parents des victimes congolaises. Surtout lorsqu'au même moment, le président Kagame traite le docteur Mukwege de moins que rien, de négationniste. Les paroles que Kagame a prononcées à l'égard du docteur Mukwege, c'est une menace directe. C'est une menace directe à la vie du docteur Mukwege. Nous devons le savoir, vous devez le savoir, vous, frères et sœurs congolais. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer ça. Nous devons montrer vraiment de quoi nous sommes capables, c'est-à-dire capables de dire la vérité à qui que ce soit, y compris au gouvernement français, y compris au monde, que ça suffit, que enough is enough. On ne peut pas accepter ça. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Et il me reste juste deux petites questions, alors qu'il ne me reste plus que 10 minutes avant de conclure notre émission d'aujourd'hui. Il y a une question à propos de ce que je peux appeler la justice au Rwanda. Ils ont abordé notamment le cas de M. Paul Rusesabagina. Je ne peux vraiment pas clôturer cette émission sans avoir parlé de la façon dont il a traité de ce problème, de la justice à l'endroit de M. Paul Rusesabagina. Quand il lui a dit, les journalistes savent bien que ce mot M. Paul Rusesabagina a été kidnappé. Ce n'est pas le mot qu'ils ont utilisé, mais ils ont été trompés, on va dire. Tricked. Il a été trompé. Et lui,
ne l'a pas nié, il a même affirmé, il a dit, où est le mal si nous l'avons trompé, nous l'avons kidnappé pour pouvoir le traduire devant la justice. Et lorsque les journalistes, quand même, ont levé certaines inquiétudes à propos justement du jugement équitable que devrait recevoir Paul Rusesabagina. Et d'ailleurs, ils ont même essayé de toucher, mais ils ont effleuré le problème des critiques qui sont réduites au silence. Là, vraiment, ils ont été très, on va dire, prosaïques. Ils auraient dû être carrément, quand on dit réduire au silence, ça veut dire quoi? Ils auraient dû. C'est là où je dis que vraiment, ils ont été très mous, ces journalistes. Ils auraient vraiment allé préciser les choses. Les gens, ils meurent. On les tue, tout simplement. Ils disparaissent. Les portraits disparus, on en parle ici, mais à mon avis, le journaliste a préféré utiliser le mot de réduire au silence. J'aimerais quand même que vous touchiez un mot à propos, d'ailleurs, en parler en même temps que Kizito Mihigo, justement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Kizito Mihigo, qui lui aussi, c'est un exemple que le journaliste avait pris, comme quelqu'un qui avait essayé de critiquer, même pas de critiquer, d'essayer d'expliquer comment les Rwandais peuvent vivre en paix, tout simplement. Et il a été, enfin, il est mort, on va dire ça. Mais nous, on sait, tous les deux, vous et moi, on sait qu'il a été tué. Mais officiellement, il a été suicidé. Pardon. Et le journaliste qui demande, est-ce que vous accepteriez une enquête indépendante? Et vous avez écouté la réponse qu'il a donnée à ces deux questions. Donc, c'est des questions relatives à la justice au Rwanda, aux droits de l'homme, au respect des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces réponses, monsieur l'ambassadeur? Ce que j'ai aimé, c'est surtout que le président Kagame n'a pas nié que Kizito a été tué par la police rwandaise. Ça, il n'a pas nié. Sauf qu'il a dit non, on n'a pas besoin d'enquête indépendante. Hein. Nous, on se suffit. On n'a pas besoin d'indépendants pour venir enquêter chez nous. Est-ce que chez vous, tout ce qui se passe en France, la mort de Kizito Mihigo, s'il mourait un Kizito Mihigo en France, hein, de la manière dont il a été tué, je pense que les choses changeraient très vite. Et il dit, vous n'accepterez jamais une enquête indépendante en France. Bien sûr, bon, attendez. Déjà, on vient de mettre en place une commission neutre, entre guillemets. Lui, Kagame affirme avoir créé une enquête, plutôt une commission neutre, la commission Muse. Pourquoi il n'accepterait pas une commission neutre sur l'assassinat de Kizito Mihigo? Mais il n'acceptera jamais. Il n'acceptera jamais. Ça ne correspond pas à ses méthodes. Donc, pour Kizito, il ne faut même pas en parler. Le deuxième cas, celui de Paul Rusesabagina, vous savez déjà aujourd'hui, en ce moment, au moment où on parle, il y a un danger qui pèse sur Paul Rusesabagina. Depuis quelques jours, eh bien, ils ont introduit 2 personnages dans sa cellule. Donc, des gens qui sont venus, que l'État rwandais a placés dans la même cellule que Paul Rusesabagina. Des personnes qu'il ne connaît pas, des hommes qui ont des apparences bizarres, et nous craignons que Paul soit assassiné dans sa cellule. Après tout, Rusesabagina, c'est un homme, la nuit, il va dormir, il va s'endormir. Qu'est-ce que les 2 autres sont capables de faire pendant qu'il dort? Et même quand il est éveillé, qu'est-ce qu'ils peuvent lui faire dans cette cellule? Un homme comme Paul Rusesabagina devrait être dans une cellule, peut-être pas dans l'isoloir, dans une situation d'isolé comme telle, mais au moins qu'il ait sa petite chambre. Vous savez qu'à l'époque, Victoire Ingabire avait subi le même sort. Hein. On avait introduit des personnes qui risquaient de lui nuire. Oui. Et donc, nous avons commencé à demander que cette situation prenne fin. Ce n'est pas l'aspect judiciaire qui nous intéresse pour l'instant, c'est la sécurité, c'est la vie de Paul qui est en cause, qui est en danger. Mais pour revenir aux affirmations de Paul Kagame, à sa réponse, vous savez, tous les criminels répondent comme ça. Ils veulent se justifier, surtout quand c'est avéré.
Paul Kagame a dit, mais pourquoi on ne pourrait pas le piéger? On l'a piégé, mais si vous piégez quelqu'un, vous, qu'est-ce que vous en faites? Ouais, c'est un chef d'État qui parle. Hein. Donc, il a piégé Paul Rusesabagina, il lui a envoyé un piégeur, ils l'ont kidnappé, ils l'ont endormi entre Dubaï et Kigali. Ensuite, il est resté 3 nuits endormi, couché par terre, les bras et les jambes ligotés. Et lui, il était couché sur le ventre pendant 3 nuits et 3 jours. Et Paul Kagame trouve ça normal. Un chef d'État, le président de la République rwandaise, trouve normal que sa police, que sa justice maintiennent quelqu'un comme Paul Rusesabagina, dont ils savent qu'il est malade, dont ils savent qu'il est guéri du cancer à peine. Ils l'ont gardé pendant 3 jours, couché par terre, les mains, les pieds liés, et couché sur le ventre pendant 3 jours, 3 nuits. Voilà ce qui se passe au Rwanda, en fait. Si on le fait à Paul Rusesabagina, imaginez-vous qu'est-ce qu'ils font aux simples gens, aux simples citoyens qui sont chassés de leur maison, ensuite arrêtés, à ces jeunes gens et les garçons et les filles qui sont en prison aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont osé s'adresser à des journalistes, parce qu'ils ont témoigné sur leur sort, en parlant à des journalistes des chaînes YouTube. Vous imaginez? Et tout ça, évidemment, pour les journalistes de France 24, c'est des petits détails. Qu'on tue Kizito, qu'on kidnappe Rusesabagina, bien sûr, ils ont posé des questions, mais c'est des détails. Ce qui est important, c'est la reprise des relations entre la France et Paul Kagame. Mais il faut savoir, la France doit savoir que Paul Kagame n'est pas le Rwanda. Hein. Ça aussi, il faut qu'on le sache. Oui. Un autre élément, quand même, que le gouvernement français devrait considérer, c'est que Paul Kagame n'est pas le bon cheval du moment. Tout le monde sait qu'il est en froid avec le Burundi. Oui. Avec Permettez-moi un petit moment, monsieur l'ambassadeur, parce que vraiment, j'aimerais qu'un jour qu'on fasse une émission spécifique sur l'aspect géopolitique de la région des Grands Lacs, parce que j'avais annoncé à mon auditeur qu'on allait essayer d'aborder ces 2 points, mais apparemment, le temps vraiment nous est presque fini. Mais j'aimerais quand même que vous touchiez un mot, justement, mais vraiment très brièvement, parce qu'on va y revenir, pour essayer de voir pourquoi est-ce que la France est mise sur ce cheval, justement, que Paul Kagame, et la relation entre... Pourquoi c'est la France qui veut, en fait, essayer d'affronter la Chine, qui est en train de gagner du terrain en RDC. Et pourquoi c'est la France est mise sur Kagame? Pourquoi? On va voir tout ça vraiment dans une autre émission, mais je ne vous coupe pas la parole, je vais essayer de dire brièvement, parce que là, vraiment, on va entrer en profondeur. On va d'ailleurs voir comment Macron lui-même, comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir. On va essayer d'analyser avec l'aide d'un certain Philippe de Villiers qui vient de publier un livre appelé le jour d'après. Vraiment un livre sur lequel vraiment il essaie d'analyser qui est Macron, comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir, quels sont les pouvoirs qui sont derrière lui. Tout ça, on va analyser ça dans une autre émission. Mais ici, vraiment, je voudrais vous laisser terminer ce que vous aviez commencé à parler mais on réserve vraiment cette analyse dans une autre émission qui va être beaucoup plus large. Je vous remets la parole pour essayer de dire un peu de mots ce que vous alliez dire et en profiter aussi pour dire un mot de conclusion sur purement cette interview que le président Kagame a accordée aux 2 médias, à savoir France 24 et RFI. La parole est à vous, monsieur l'ambassadeur. Vous savez, je le dis souvent, je ne sais pas si les autorités françaises écoutent ce que nous disons ou lisent ce que nous écrivons. Nous qui sommes à la fois ressortissants rwandais et de nationalité française. Si on a choisi la France, ce n'est pas juste parce que la sécurité en France est meilleure qu'ailleurs. Non, c'est parce que c'est un pays où on a du plaisir, on se plaît à vivre dans ce pays. C'est un pays formidable, surtout en termes de droits, en termes de démocratie. Mais il faut que la France aussi accepte que moi ou un autre Rwandais qui connaît l'histoire de notre pays, il faut que le président Macron accepte que nous pouvons en savoir plus. Que la jeune députée d'origine sénégalaise, qui avait à peine
quelques années, il n'avait même pas 5 ans, je pense, quand il y a eu le génocide du Rwanda. Il n'a jamais vécu au Rwanda, il ne parle pas Kinyarwanda, il parle avec qui? Avec des personnes que nous connaissons qui l'ont influencé. Et d'autres, eh bien, il faut qu'ils acceptent, avec modestie, qu'il y a des gens qui en savent plus sur l'histoire du Rwanda. Alors, sur le plan géopolitique, puisque effectivement c'est une très bonne question, au début j'ai dit qu'il y avait un choix à faire. Et ce que je dis, c'est ce que pensent vraiment beaucoup de ressortissants de l'Afrique des Grands Lacs. La France, qui a beaucoup d'adversaires, hein, de plus en plus, en Afrique de l'Ouest, des pourfendeurs, des gens qui souhaitent même la rupture des relations entre la France et les pays d'Afrique de l'Ouest, le changement de cap financier, c'est-à-dire qui vomissent le franc CFA et autres. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous voulons de bonnes relations, de respect mutuel entre la France, entre l'Europe, entre les États-Unis et l'Afrique. Mais il y a aussi une question d'intérêt. J'ai suggéré que la France sache choisir entre le soutien au président Kagame, qui est un criminel avéré, pour les 4 pays d'Afrique des Grands Lacs, qui ont autour du Rwanda en tout cas, et pour l'ensemble des pays des Grands Lacs, choisir entre le président Kagame et les victimes de ces atrocités et de ces crimes, ces nombreux crimes. Mais il faut aussi voir, à mon avis, le trop d'intérêt que la France est en train d'accorder à ce chef d'État par rapport aux autres chefs d'État de la région. C'est clair et net. Le Rwanda est un pays isolé aujourd'hui. Il a de très mauvaises relations avec son voisin du Nord, l'Ouganda, qui est une puissance régionale, presque en guerre, hein, sur pied de guerre en tout cas, avec le président Museveni. La France étant plutôt le Rwanda est en froid avec le Burundi. Maintenant, les Burundais, ils ont la même mentalité que nous, ils savent comment se comporter. Ils vont dire, oui, on est en bon terme, mais ils savent ce qu'ils disent. Ils savent ce qu'ils disent. Ils savent ce qui se passe à leurs frontières. Ils savent ce qui se passe à Uvira et à Minembwe. C'est-à-dire la présence de Red Tabara, la présence de milices rwandaises qui sont prêtes à foncer sur le Burundi. Les autorités burundaises savent tout ça. Et puis, il y a le Congo, où le Rwanda est impliqué dans tous les crimes, dans le processus de déstabilisation de la région du Kivu. Est-ce que vraiment les populations de ces pays pensent que la France est en train de faire le bon choix en mettant Paul Kagame sur le piédestal et en faisant de lui un peu le chef régional qui peut tuer, qui peut égorger, qui peut violer les femmes de cette région impunément? Est-ce que les populations de ces régions pensent que c'est indiqué d'accorder une impunité à Paul Kagame au moment où les gens meurent de faim au Rwanda, au moment où les gens continuent à fuir leur pays? On met Kagame sur le piédestal qui ne devrait pas être le sien. Je pense que la France va y laisser quelques pattes, à mon avis. Je crois que la France devrait faire un choix, bien sûr avoir des bonnes relations avec le Rwanda, mais pas trop fraterniser avec un criminel. On me dit que le président Macron va se rendre au Rwanda la semaine prochaine. Très bien, mais on verra ce qu'on verra. D'ici quelques années, au moment où on est en train de dire que le président Mitterrand a commis des erreurs au Rwanda, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, je vous assure que demain, on dira du président Macron, lorsque Kagame sera jugé pour les génocides et les crimes contre l'humanité qu'il a commis dans la région, on dira que la France aura été complaisante. Mais ce ne sera pas des erreurs d'appréciation, ce sera des fautes lourdes cette fois-ci. Nous disons, ce n'est pas parce qu'on déteste Kagame, ce n'est pas qu'on n'aime pas la coexistence entre les deux peuples rwandais et français, non. C'est aussi pour la justice et pour l'équité. La France n'a pas à se flageller, la France n'a pas à aller s'agenouiller
devant Paul Kagame qui est un criminel avéré. Voilà. Voilà. Je pourrais terminer. Voilà, je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Il ne nous reste plus qu'à nous fixer rendez-vous la fois prochaine, mardi prochain, si tout va bien, si Dieu nous prête vie, comme a dit monsieur le président Kagame. Là, on va justement aborder la partie qui restait à aborder, notamment de sa longévité à la tête du Rwanda. Tout ça, on va aborder la fois prochaine et surtout essayer de voir plus large, vraiment voir globalement la géopolitique, qu'est-ce qui se joue réellement derrière ce réchauffement des relations franco-rwandaises. Je vous remercie alors et on se dit à la prochaine fois et bonne soirée chez vous. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation?